L'escalade militaire et les surenchères verbales et diplomatiques en Europe orientale sont extrêmement dangereuses. Notre continent est assis sur un baril de poudre. La concentration militaire extrême en Ukraine, en mer Noire, voire dans le Pacifique, accentue l'instabilité et la volatilité de la situation qui peut dégénérer d'une manière incontrôlée au moindre incident ou à la moindre provocation d'où qu'elle vienne. À l'image de ce qui s'est produit ce samedi 12 février lorsque la Russie a accusé un sous-marin américain d'avoir pénétré aux îles Kouril. Dans le même temps, selon les données du ministère de la Défense russe, 30 navires russes de la flotte de la mer Noire ont pris la mer. Le renforcement annoncé ces derniers jours de la présence militaire de l'OTAN en Pologne et en Roumanie aggrave les risques. En utilisant la théâtralisation et l'exacerbation de la tension, les États-Unis évacuent la majeure partie de leur personnel diplomatique à Kiev et brûlent des documents confidentiels. L'annonce de la tenue à Kiev de la prochaine session de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN est une véritable provocation. Oui, les risques de guerre existent, mais il faut savoir déterminer la chronologie. Comment en est-on arrivé là ? L'OTAN porte la responsabilité historique, structurelle et principale des tensions et des risques de guerre. Les États-Unis ont en effet fait le choix de son extension en Europe de l'Est en 1999 et 2004, commençant dès 2010 à déployer le bouclier antimissile dans cette région. La chronologie est importante. L'extension de l'OTAN à l'Est s'est faite bien avant l'annexion, bien regrettable, de la Crimée. Plus que jamais, cette alliance militaire, c'est la guerre. L'autre aspect de cette responsabilité historique concerne cette fois-ci l'Ukraine. Comment réagiraient les États-Unis si les Russes déployaient des missiles anti-chars ou des forces spéciales au Canada ou au Mexique? Et on connaît la crise dite des missiles à Cuba en 1962. Par ailleurs, les garants des accords de Minsk, à savoir la France et l'Allemagne, ont depuis 2014 laissé pourrir la situation dans le Donbass, faute de vouloir faire pression sur les gouvernements successifs en place à Kiev, pour qu'ils mettent en application la dimension politique de leur contenu, à savoir l'instauration d'un statut spécial pour les régions orientales et l'amnistie. Ce sont les accords de Minsk. Bien évidemment, les couloirs du pouvoir en Russie ont eux aussi leurs nationalistes et leurs militaristes. La politique de l'OTAN et les sanctions inutiles prises en 2014 n'ont fait que les renforcer. Le régime actuellement en place à Moscou, issu lui-même du coup d'État de 1993, à l'époque avec la bénédiction des Occidentaux, est clérical, autoritaire et ultralibéral. Pourtant, face à un pays dont la doctrine n'a rien à voir avec l'Union soviétique, mais replonge dans le souvenir du tsar Alexandre III qui disait que la Russie n'a que deux alliés, son armée et sa flotte, et dont l'économie entière dépend des cours mondiaux des hydrocarbures, la responsabilité première des tensions penche clairement du côté d'une alliance militaire qui possède à elle seule plus de la moitié des capacités militaires mondiales. La France doit prendre des initiatives immédiates. Notre pays doit exiger d'être réellement partie prenante des discussions, alors que les Européens en sont pratiquement écartés, en suspendant immédiatement la participation de la France aux opérations conjointes avec les États-Unis en Europe. La France doit se dégager de la tutelle de l'OTAN en prenant en toute indépendance l'initiative de proposer l'organisation sous l'égide de l'ONU d'une conférence de paix et de sécurité collective, afin de négocier un règlement politique général des sources de tension, qu'elles soient territoriales, militaires, énergétiques, politiques, informationnelles. L'ambition doit être d'aboutir à un traité de paix, de coopération et de sécurité collective en Europe, incluant la Russie. Ce qui a été possible en pleine guerre froide avec la conférence d'Helsinki est encore plus nécessaire aujourd'hui. En cas de désaccord persistant, le dernier mot devra revenir au peuple en application du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes.